Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous y voilà. Malheureusement, ce que nous craignions déjà depuis plusieurs semaines est en train de se produire. On l'avait annoncé ici même au lendemain de la dissolution, cette grave erreur stratégique, historique de la part de M. Macron. Eh bien, ça y est, c'est fait. La France est devenue ingouvernable. D'où évidemment une crise économique qui va s'installer. Pour l'instant, les marchés financiers ne paniquent pas trop parce qu'ils se mettent à rêver à une union nationale très large, etc. Ça paraît peu probable, mais surtout, malheureusement, la récession est déjà là, on le verra tout à l'heure, et elle va s'aggraver au cours des prochains mois, sans parler des difficultés pour former un gouvernement, pour également réduire les déficits publics. Donc on va voir ça dans le détail évidemment, avec des graphiques toujours réalisés sans trucage bien sûr. Et c'est vrai que c'est très triste parce que nous avons un pays qui est formidable. Nous sommes en train de le gâcher. Il est en train de tomber dans une crise politique, économique, financière sans précédent. Merci encore une fois, Monsieur Macron, de nous avoir fait ce coup juste avant les Jeux Olympiques. En plus, mais ça, d'ailleurs, ce n'est pas grave. C'est surtout l'avenir de l'économie française, l'avenir de nos enfants qui aujourd'hui est en jeu. Donc nous devons de dire la vérité, de regarder cette réalité en face en espérant qu'un jour, déjà que cette crise va finalement se terminer, alors peut-être dans un an, mais néanmoins qu'on pourra sortir ensuite par le haut. Mais c'est sûr que pendant plusieurs semaines, on va avoir une situation extrêmement compliquée, que notre épargne va être en danger. Et peut-être nous-mêmes, en tant que, je dirais, acteurs économiques pour nos sociétés, pour nos entreprises, on risque d'avoir également des difficultés. Il faut regarder la réalité en face. On ne va pas se mentir, la situation est très grave. Alors d'ailleurs, à cause de cela, je décidais de ne pas mettre de bonnes nouvelles, parce qu'il n'y en a pas en fait, pour finir cette vidéo. Donc il n'y aura pas de bonnes nouvelles, il y aura quand même un graphique extrêmement intéressant sur la fin pour comprendre la gravité de la situation. Mais on commence tout de suite donc avec cette France ingouvernable. Voilà la répartition donc définitive ou quasiment définitive selon le ministère de l'Intérieur. Donc NFP et alliés 182 députés, 77 LFI dont un fichier S quand même. Je me rappelle que M. Macron s'était plaint en disant oui, je vais dissoudre l'Assemblée comme ça il n'y aura plus trop justement de personnes qui mettent la pagaille à l'Assemblée. Ben, ça va être pire maintenant, ça c'est clair. 59 PS et alliés 28 donc écologistes. Ensemble et alliés 168 députés. Donc je vous rappelle que la majorité est à 289 députés, donc évidemment même NFP et ses alliés s'en sont loin, pareil pour Ensemble, le RN et ses alliés 143 députés, les Républicains et alliés 67 députés, autres députés qui pourraient aller ici ou là, 17 députés, donc on voit bien que la France n'a pas de majorité, certes relative, mais que c'est tellement disparate cette union des gauches que là aussi ça paraît très peu probable. Alors justement, même si on fait, parce que là c'est un petit peu le jeu des alliances, on entend ici ou là, que pour avoir des alliances globales. Alors si on prend la première alliance, donc je rappelle encore une fois, 289 députés, la majorité absolue, Ensemble et alliés, plus le PS et alliés, admettons, et les écologistes, pourquoi pas une sorte de centre-gauche, va-t-on dire, 255 députés. Il n'y a pas la majorité absolue. Ensemble et alliés plus, éventuellement de l'autre côté, les Républicains, donc je verrai une majorité de centre droit, 235 députés. Là aussi, il n'y a pas la majorité. Il faudrait évidemment, c'est d'ailleurs ce sur quoi tablent certains aujourd'hui, mais ça me paraît peu probable, eh bien une alliance très large, depuis les écologistes jusqu'aux Républicains, en passant bien sûr par Ensemble, ce qui ferait 322 députés. Mais pour faire quoi ? Quel serait évidemment le programme entre d'un côté certains qui veulent supprimer la réforme de la retraite, revenir à la retraite à 60 ans, augmenter le SMIC à 1 600 €, bloquer les prix, parallèlement augmenter la taxation notamment sur les revenus mais également sur le patrimoine. Donc est-ce que la droite va accepter ça ? Ça paraît peu probable. Et de l'autre côté, est-ce que si justement on ne revient pas sur la réforme de la retraite, est-ce que la gauche va accepter ça et ainsi de suite ? Ça paraît extrêmement compliqué. Donc oui, la France est devenue ingouvernable et c'est bien le pire des scénarios. Rappelez-vous, j'ai retrouvé donc ce slide que je vous avais mis donc juste après donc la dissolution. Donc je avais dit 3 scénarios. Le premier, c'est qu'il n'y a aucune majorité absolue. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc là, bien sûr, on a une instabilité politique qui s'installe, les taux d'intérêt qui vont augmenter. Et parallèlement, deuxième risque, c'était une majorité qui prône l'augmentation des déficits. Eh bien, c'est aussi le cas, puisque la majorité relative, donc NFP, le nouveau Front populaire, table justement sur une augmentation des dépenses publiques, une augmentation des déficits. Alors il nous dit qu'il va augmenter les impôts et que tout va se résoudre. Mais là encore une fois, c'est ce qu'on apprend en cours de première année, effectivement, en économie, c'est que si j'augmente trop fortement les impôts, d'autant qu'ils sont déjà très élevés en France, nous sommes numéro 1 du monde, numéro 1 de notre histoire, 48% d'impôts et de prélèvements obligatoires au sens large, donc y compris les cotisations par rapport donc, à notre PIB, il n'y a jamais eu ça en France. Donc
si on augmente encore effectivement cette pression fiscale, ce que veulent faire notamment le Fonds populaire, et bien à ce moment-là, évidemment, vous allez casser l'activité économique. Elle n'est déjà pas géniale, on est quasiment en récession, on le verra tout à l'heure. Donc si la récession s'aggrave, il y aura donc moins d'activité économique, il y aura du chômage, donc on va réduire l'assiette fiscale, donc on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Sans parler de l'exode fiscal. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà parties, certains qui vont évidemment partir, même peut-être même physiquement, pas seulement sur l'épargne. Alors c'est pas un manque de patriotisme, simplement le fait qu'on n'a pas envie de payer pour rien. Tout le monde est prêt, évidemment, tout le monde a envie de payer des impôts. Bien entendu, c'est important de payer des impôts, mais il y a une limite, bien entendu. Et là, nous avons déjà dépassé la limite, et donc ça devient complètement prohibitif. Et donc beaucoup de personnes, malheureusement, certainement les plus aisées, vont pouvoir partir, et ceux qui vont rester, donc la classe moyenne, voire la classe moyenne inférieure, ceux qui ont voté justement pour le nouveau Front populaire, eh bien, vont devoir payer la facture. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas crédible, c'est extrêmement dangereux. Donc on a ces deux scénarios du pire. Bon, il y avait un troisième scénario qui était le rêve, hein, je vous avais dit qu'on ait une majorité qui nous dise oui, on va réduire les déficits. Ça évidemment, on exclut complètement. Donc pour ceux qui me voyaient ministre de l'économie, non, désolé, je n'accepterai pas, parce que même déjà on ne va pas me proposer certainement, mais surtout je vois personne aujourd'hui qui annonce une baisse des déficits. Donc voilà le drame. Alors le problème, c'est que, comme vous le savez peut-être, mais on a un petit peu oublié, c'est passé sous couvert, c'est que nous avons aujourd'hui une procédure contre la France pour dérapage budgétaire. Et oui, l'Union européenne a lancé ça, donc le 16 juillet, donc très rapidement, on aura la validation par le Conseil des ministres des Finances de l'UE. Alors il n'y a pas que la France, mais il y a notamment la France. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, on n'a pas tenu nos engagements, on avait promis de réduire notre déficit. En fait, on l'a augmenté, donc avec Bruno Le Maire, avec Monsieur Macron, donc on voit bien que demain, ça ne sera évidemment pas mieux. Donc si ce déficit continue d'augmenter, alors à ce moment-là, évidemment, on aura des sanctions. Alors ensuite, c'est quoi les étapes ? Eh bien, le 20 septembre, il va falloir que la France, parce que déjà on aura un gouvernement, mais admettons qu'on en ait un, bien que ce gouvernement propose un plan pour justement réduire ses déficits. Un plan crédible. Je souris jaune, bien entendu, parce que quand on voit ce qu'ont annoncé hier les potentiels premiers ministres ou membres du gouvernement, bien non, on nous annonce qu'on va encore augmenter les déficits. Donc ce n'est évidemment pas sérieux. Donc bien sûr, il y aura une sanction qui sera très grave, très coûteuse. Ça peut nous coûter jusqu'à 2,5 milliards d'euros. Cette sanction, évidemment, sera certainement donnée au printemps 2025, si rien n'est fait. Donc on a le temps, vous allez me dire, oui, certes, mais tout de même, d'ici là, évidemment, il y aura beaucoup de clash sur les taux d'intérêt qui vont continuer d'augmenter, ce qui va évidemment casser l'activité économique. Et puis ne l'oublions pas, début octobre, nous avons le projet de loi de finances 2025. Comment va-t-on se mettre d'accord ? Déjà, quand il y avait une majorité de personnes qui voulaient obtenir les deniers publics, eh bien ça ne passait pas, ou quasiment pas, il fallait le 49.3, etc. Donc là, comment cela va-t-il passer ? Ce n'est pas possible. Donc même si on a une union large, encore une fois, donc alors on me dit oui, mais le 49.3, on pourra finalement passer le budget au mois de décembre. Enfin, c'est de la tambouille de politique politicienne. Donc disons-le, la France est bien bloquée, et quand les investisseurs vont s'en rendre compte, évidemment, ils vont prendre peur. Ils vont quitter les investissements sur la France, donc ça va évidemment faire chuter les marchés boursiers, mais surtout les taux d'intérêt qui ont déjà légèrement augmenté depuis ce matin, mais ça va évidemment continuer. Là, on est à 3,2% sur le taux d'intérêt à 10 ans, on peut monter à 4, voire 5, donc avec des conséquences bien sûr directes sur l'activité économique, sur la consommation des ménages, sur l'investissement des entreprises, sur l'immobilier également, on en parle souvent, qui a beaucoup chuté, qui va évidemment continuer de chuter. Donc voilà où en est aujourd'hui la France, d'autant que nous sommes déjà sur un volcan. On en parlait la semaine dernière, avec cette dette publique qui a atteint un record historique, 3 159,7 milliards d'euros. Donc évidemment, ça fait donc plus une augmentation de 773,6 milliards depuis début 2020, pardon. Et donc ça va évidemment continuer. C'est ce qu'on nous dit, encore une fois, là, jusqu'à présent. C'est vrai que Bruno Le Maire essayait de masquer un petit peu la situation. Là, ce n'est pas du tout masqué. On dit non, on va continuer. Même s'il y a une union large, évidemment, il faudra faire plaisir à tout le monde. Donc, ça va être encore la gabegie de dépenses publiques. Sauf que là, il n'y a plus l'argent magique. Et la Banque Centrale Européenne ne pourra pas financer. On dit, ouais, elle va faire la planche à billets. Non, parce que, encore une fois, l'Allemagne notamment, mais pas seulement, l'ensemble des pays ont accepté en 2020
parce qu'il y avait le coronavirus. Cette fois-ci, c'est fini. C'est d'ailleurs interdit par la Cour de Karlsruhe en Allemagne. C'est anticonstitutionnel. Donc l'Allemagne bloquera cette planche à billets de la part de la BCE si jamais on augmente encore notre dette publique. Et je vous rappelle qu'on a déjà un déficit public de 165 milliards d'euros. Et donc ce qui est fou, c'est que on veut encore l'augmenter. Mais c'est le drame, hein, comme on a une très faible culture économique. Alors merci de votre fidélité d'être là, de diffuser la bonne parole économique. Malheureusement, beaucoup de Français ne le comprennent pas. Ils se disent oui, l'argent est là, il faut faire payer les riches, il faut faire la taxe sur les super profits, etc. Pourquoi pas, c'est sûr. Mais comment taxer des profits qui sont faits à l'étranger? Ça va être compliqué. Comment taxer des riches qui sont déjà domiciliés à l'étranger? Ça va être compliqué. Et surtout qui risque d'avoir, comme je l'évoquais tout à l'heure, un exode fiscal de beaucoup de personnes, pas des très riches, mais la classe moyenne qui justement n'a pas forcément envie d'être matraqué davantage. Voilà le vrai danger. Et donc là, quand je parlais du rebond de l'immobilier pour 2025 ou 2026, c'est clair que la baisse pourrait atteindre 20-30% supplémentaires. On a déjà moins 15% à Paris. On pourrait avoir encore moins 20% si effectivement tous les détenteurs de biens immobiliers paniquent et se mettent à vendre parce qu'on aura une augmentation des impôts, notamment sur le patrimoine et sur l'immobilier. Voilà évidemment ce qui va nous arriver. Alors que les prix baissent, c'est pas trop grave, on pourra racheter à plus bas prix, mais qui va acheter? C'est ça encore une fois la difficulté. Et alors justement pour confirmer que ce déficit public est déjà en train d'augmenter en 2024, ça c'était donc 2023, 2024, on est autour des peut-être 165 milliards d'euros, après 154 milliards en 2023. Et regardez bien, les chiffres viennent de sortir. La semaine dernière, j'en ai parlé, mais peu de monde évidemment les ont regardés. Les voici. Sur les 5 premiers mois de l'année, uniquement le déficit de l'État, regardez bien, 113,5 milliards. Sur 5 mois seulement, c'est 6,3 milliards de plus qu'il y a un an. Il y a un an, justement, on avait dit qu'on devait baisser le déficit. Donc ça avait dû augmenter, mais là, ça continue d'augmenter. Si vous regardez sur 12 mois, toujours au mois de mai, ce sont des chiffres officiels du ministère des Finances, bien entendu. Eh bien, regardez bien, nous sommes sur un record, 179,53 milliards, quasiment 180 milliards d'euros de déficit sur 12 mois au mois de mai. Regardez bien, on n'a jamais vu ça, même en 2021. Même en 2023, c'est un record absolu. Merci Bruno Le Maire, parce que c'est grâce à vous quand même tout ça, ne l'oublions pas, et puis également Emmanuel Macron. Donc tout ça pour dire que nous sommes déjà sur un volcan, sur un baril de poudre, même plusieurs barils de poudre. Donc la moindre mèche peut faire tout exploser, évidemment, exploser complètement ce système, parce que justement, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Et voilà le drame pour les mois à venir, sachant que là aussi des chiffres viennent d'être publiés sur l'économie française, sur le mois de mai et juin, donc avant ce cataclysme politique. Eh bien, regardez bien, les chiffres sont catastrophiques. Déficit commercial, ça repart à la hausse. On a vu le déficit public, mais c'est le déficit commercial. 8 milliards sur un seul mois, quasiment 86 milliards sur 12 mois, on va voir le graphique tout à l'heure. Production industrielle, où est la réindustrialisation? Moins 2,1% sur un seul mois, sur le seul mois de mai. Merci encore une fois aux sauveurs de la France. Et indicateur du directeur d'achat au mois de mai et au mois de juin, en zone de récession. On va voir ça en quelques graphiques très rapidement, parce que vous devez voir, ce n'est pas simplement des chiffres, il faut voir ce qui se passe. Voilà donc le déficit extérieur français, le déficit de la balance commerciale française. Évidemment, c'est catastrophique, on le voit ici. Donc c'est vrai qu'on avait atteint jusqu'à 165 milliards d'euros de déficit sur 12 mois, donc en 2023. Là, ça va un peu mieux, mais on est quand même à 86 milliards de déficit, malgré la baisse des prix des matières premières, malgré l'amélioration du commerce mondial. Donc normalement, on devrait avoir beaucoup moins de déficit. Mais non, ça repart à la hausse. Et regardez, sur un mois, là aussi, on est à 8 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas encore, évidemment, les 15 milliards qu'on avait sur les records historiques, mais c'était pendant qu'il y avait une flambée des cours des matières premières. Mais tout de même, encore 8 milliards d'euros de déficit sur un seul mois, sur le mois de mai. Donc, tout ça pour dire que ça va évidemment jouer à la baisse sur l'activité économique. Production industrielle maintenant, regardez bien ce chiffre incroyable. La production industrielle a baissé de 2,1%, je me recule un peu pour que vous le voyez bien, et regardez bien, nous sommes sur des niveaux identiques en termes, ça c'est le niveau de la production industrielle, le niveau où nous en sommes, donc d'activité industrielle, nous sommes sur le même niveau que nous avions en 1997. Voilà. Évidemment, si on part par rapport à 2008, on voit l'effondrement de cette production industrielle, du niveau de la production industrielle. Donc, quand on me parle de réindustrialisation, évidemment, c'est de la tarte à la crème, c'est du marketing, mais ce n'est pas de la réalité économique. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors,
Qu'est-ce qui va advenir demain si on augmente de façon unilatérale, évidemment, le SMIC par exemple? Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'augmenter, mais plutôt le net, parce que là, évidemment, si ce sont les chefs d'entreprise qui vont payer davantage, comment vont-ils faire pour financer tout ça? Idem sur la retraite, idem sur le blocage des prix, etc. S'il y a une hausse des cours des matières premières, comment vont faire les chefs d'entreprise? Donc ça veut dire on a des défaillances d'entreprises qui sont déjà sur des sommets historiques, ça va encore s'aggraver. Hein. Merci encore une fois le NFP. Alors, j'espère pas qu'il aura le pouvoir, mais admettons qu'il l'ait et qu'il arrive à l'exercer, eh bien voilà ce qui va nous arriver demain. Je suis désolé de vous dire, la récession va s'aggraver, ce qui veut dire du chômage. Donc, qui sera concerné? Notamment la classe moyenne, voire la classe moyenne inférieure, donc ceux qui, encore une fois, ont voté pour ces personnages. Et d'ailleurs, si vous voyez maintenant des indicateurs avancés de l'activité, donc l'indicateur des directeurs d'achat, vous connaissez l'enquête, on a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est la baisse de l'activité, regardez bien, dans les services on est sous les 50, dans l'industrie ça a même très fortement baissé, on est à 45, largement donc sous les 50, la courbe bleue c'est le PIB, donc le PIB va évidemment baisser. Si on voit l'indicateur composite, donc tout secteur d'activité, parce que dans la construction, évidemment, c'est encore plus grave, eh bien voilà, 48,8 sous les 50, donc on va avoir une baisse de l'activité. Et ça, encore une fois, c'était au mois de juin. Donc avant, je dirais, le cataclysme qui est en train de se produire aujourd'hui, avant le blocage de la France. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, même si on fait une majorité globale, mais est-ce qu'on va réduire les déficits? Est-ce qu'on va être crédible? Ben non. Donc ça veut dire que cette phase d'instabilité, évidemment, va générer un arrêt, un report dans le meilleur des cas, mais souvent un arrêt des projets, donc moins d'investissement, moins d'emplois, moins de consommation, moins de revenus. Voilà où en est la France aujourd'hui. Quelle tristesse. Alors, piètre consolation, on a un ralentissement mondial aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait une forte augmentation des indicateurs des directeurs d'achat. Donc je fais une petite parenthèse quand même, parce que c'est important de voir ce qui se passe dans le monde. Voyez, même au niveau donc, mondial, l'indicateur composite 52,9 donc au mois de juin, ça a baissé donc de 0,8 points. C'est la première baisse en 8 mois, donc ce n'est pas rien. Et si vous regardez dans le détail pays par pays, eh bien, il n'y a que 3 pays qui ont une amélioration de leur indicateur des directeurs d'achat au mois de juin 2024. L'Inde, donc toujours large leader de la croissance mondiale, les États-Unis, ça augmente un petit peu, et le Brésil, ça augmente de 0,1 point, donc on est largement au-dessus donc, des 54, surtout pour l'Inde, l'Espagne également, ça résiste bien, mais ça ralentit quand même, donc on voit qu'on a une situation d'activité économique qui reste très favorable, on sera autour de 3% de croissance mondiale, mais quand même tiré par seulement certains pays, notamment l'Inde et les États-Unis. On a ensuite, voilà, au niveau mondial, 52,9, donc on a bien cette baisse plus bas depuis avril 2024, c'est vrai, mais la Chine également 52,8, ça ralentit également nettement en Chine, au Royaume-Uni également. On a aussi la zone euro qui a très fortement ralenti. Vous voyez, on avait eu un petit espoir au mois d'avril-mai, ben non, ça repart à la baisse, 50,9, on est proche des 50, donc la frontière avec la baisse de l'activité. Et ensuite, évidemment, on a les pays où là, l'activité baisse. On voit que l'Allemagne, ça résiste, mais on est à 50,4. Alors, où est-ce que ça baisse? Évidemment, en France, mais c'est vrai que donc là, on a la Russie qui repasse sous les 50, le Japon 49,7, l'Afrique du Sud également, la France 48,8 et merci à nos amis canadiens, parce que grâce à eux, nous ne sommes pas la lanterne rouge. Donc le Canada qui continue de baisser, 47,5. Là aussi, je pense que M. Trudeau a fait une politique similaire à M. Macron. On voit ce que c'est en train de produire aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que, attention, il y a une baisse de l'activité, et notamment évidemment en France. Et donc cette situation actuelle ne va pas arranger la situation. Parallèlement sur l'euro, parce que là l'euro a un petit peu remonté la semaine dernière de façon inattendue, c'est vrai, parce qu'on s'était mis, certains se mettent à croire que la France va s'en sortir, que tout va se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais si je regarde l'écart de croissance États-Unis-Eurozone, donc là c'est la courbe bleue, c'est États-Unis, la zone euro c'est la courbe rouge, on voit bien qu'on a un écart toujours à l'avantage de l'oncle Sam. Donc plus de croissance aux États-Unis, des taux d'intérêt monétaires qui vont rester supérieurs aux États-Unis par rapport à la zone euro, donc l'euro va baisser. Et si l'euro baisse, ça va générer une augmentation de l'inflation importée, notamment évidemment en France. Donc vous avez compris, récession, chômage, inflation, voilà ce qui nous attend pour les prochains mois en France. Alors vous allez me dire, et notre épargne, et la bourse dans tout ça? C'est vrai que ce matin, au moment où je vous parle, on a commencé sur une légère baisse, après c'est reparti en forte hausse à 0,8, et au moment où je vous parle, on est autour des 0,4% d'augmentation sur donc, la matinée. Mais ça reste très très faible. Alors, évidemment, il y a toujours une tendance très baissière, notamment depuis le 9 juin. Et donc, ce qui veut dire que là aussi, les marchés sont bien sûr inquiets. Ils
restent, ils se disent non, finalement, on va quand même sauver la situation, c'est quand même la France, un grand pays, la BCE sera là, etc. Donc ils sont un petit peu enfumés, si vous voulez, ils ont des lunettes roses, tant mieux, avec des fonds roses, je m'entends, c'est-à-dire ils voient la vie un petit peu en rose en se disant que tout va bien, sauf que quand ils vont voir ce que va proposer le prochain gouvernement français, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et d'ailleurs, les taux d'intérêt des obligations d'État, c'est vrai, là aussi, il n'y a pas de panique, ça ne monte pas encore, parce qu'on n'a pas encore le nom du prochain gouvernement, les noms du moins des ministres, etc., du Premier ministre, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé finalement, et puis quel sera le programme surtout. Donc ils préfèrent garder l'espoir, tant mieux, mais quand même ça remonte un petit peu les taux d'intérêt des obligations d'État, on est toujours autour des 3,2%, je vous rappelle qu'on était à 0 il y a encore quelques trimestres, et donc l'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne reste toujours élevé, 0,7 points, alors ça a un petit peu baissé c'est vrai, mais on est tout de même sur des niveaux toujours élevés, donc d'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, donc plus pour la France, ça veut dire que la France inquiète plus que l'Allemagne. Et puis surtout la nouveauté, ça sera d'ailleurs le dernier graphique, ce n'est pas la bonne nouvelle, mais tout de même, on en avait parlé il y a quelques semaines justement, je vous avais dit, pour la première fois ou quasiment pour la première fois, ça s'est déjà produit pendant quelques trimestres pour des raisons particulières, eh bien le taux d'intérêt à 10 ans donc, de l'État français était devenu supérieur au taux d'intérêt à 10 ans du Portugal. Bon, ça avait duré quelques jours, et bien ça y est, maintenant c'est devenu structurel, on le voit ici, donc la courbe, vous voyez, rouge, elle est devant la courbe verte, au-dessus du moins, et donc cet écart de taux d'intérêt est devenu permanent. C'est-à-dire que l'État français doit payer plus pour financer sa dette que l'État portugais. Ce qui est logique, parce que le Portugal a fait des efforts en termes de réduction de son déficit public, alors que nous ne l'avons pas fait. Et encore une fois, ce n'est que le début. Donc voilà cette situation. Alors évidemment, je ne vous ai pas oublié, je vous avais dit la semaine dernière qu'il fallait commencer peut-être à ouvrir des comptes à l'étranger. C'est vrai que je ferai un tuto parce que c'est assez compliqué, c'est assez complexe. Bien sûr, de façon tout à fait officielle, et ce n'est pas un manque de patriotisme, c'est juste le fait de ne pas vouloir se faire taxer pour rien. Parce que si évidemment, en augmentant les impôts, on pouvait sauver la France, ça saurait. On l'aurait déjà vu depuis des années. La France aujourd'hui est bien sûr devenue un enfer fiscal. Alors vous allez me dire, où peut-on investir? C'est pas compliqué. Comme la France est le pays où il y a plus de pression fiscale, n'importe quel autre pays aura moins de pression fiscale par rapport à nous. Donc quasiment tous les autres pays sont des paradis fiscaux par rapport à la France. J'en parlerai très nettement. Je vais d'abord évidemment attendre de voir qui va être nommé Premier ministre, quelle va être sa politique, quelle union peut contrôler ou peut diriger la France. Ça me paraît peu probable d'arriver à la contrôler, mais néanmoins, pourquoi pas, quelles seront les mesures qui vont être annoncées. Et à partir de là, évidemment, je vous dirai tout ce que nous devons faire, déjà pour notre épargne, et puis également pour nous personnellement. J'ai beaucoup de messages où on me dit, est-ce que je dois mettre mon entreprise à l'étranger? Certains l'ont déjà fait, ou pas, est-ce que moi-même, notamment certains retraités, je dois partir ou pas? Bon, ce mouvement de panique est très, très dangereux, évidemment, mais il montre la catastrophe dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France, malheureusement, et ça ne va pas s'arranger. Donc voilà, je choisis de ne pas mettre de graphique de bonnes nouvelles pour la fin, parce que déjà, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Bon, peut-être la qualification de la France en demi-finale de foot, enfin ça reste que du foot, entre guillemets, mais pour la réalité économique, il n'y a pas de bonnes nouvelles, encore pire pour le politique. Voilà, on va garder malgré tout l'espoir, il faut faire le dos rond, on va avoir une période extrêmement difficile à traverser. Je suis maintenant persuadé malheureusement que la France va devoir tomber, se faire mal, pour ensuite pouvoir se relever, et on sera là à ce moment-là pour aider la France à se relever. C'est triste, mais ce sont les Français, évidemment, qui ont choisi, et voilà où nous sommes aujourd'hui, avec une Assemblée nationale catastrophique, avec même un fichier S, c'est quand même assez incroyable d'en arriver là. Donc tout ça pour dire que pauvre France, on aime notre douce France, là elle est devenue la pauvre France malheureusement, mais j'en suis sûr, la France est un grand pays, et bien peut-être une fois qu'elle aura touché vraiment le fond, elle pourra redémarrer. Rappelez-vous le général de Gaulle, quand la France a touché vraiment le fond en 1940, ensuite il était le seul à dire, il a été perçu comme qu'il avait un manque de patriotisme à l'époque, finalement il était le seul à dire non, on va y arriver, on va réussir à relever la France, et c'est ce qui s'est produit. Donc souhaitons-le, espérons que tôt ou tard on arrivera à relever et à sauver la France. Encore une fois, merci vraiment pour votre fidélité. C'est vrai que toutes mes dernières vidéos sont vraiment des grands succès d'audience. Donc continuez à regarder, à liker, à mettre un pouce vers le haut, à diffuser, à vous abonner premium. Donc je vous rappelle qu'il faut m'envoyer un mail quand vous êtes abonné premium sur acdefi.com pour que je puisse ensuite vous envoyer directement les slides par mail. Merci encore donc pour tout. On va garder la force de résister, entre guillemets, et en espérant qu'on arrivera à sortir par le haut de cette crise qui va quand même durer quelques mois, voire quelques trimestres. Merci encore, portez-vous bien, c'est le plus important, une bonne santé, bonne continuation,
bonnes vacances pour ceux qui partent, essayez de prendre un petit bol d'air parce que la rentrée va être très compliquée. Et merci encore pour tout. À très bientôt. Qu'ils aillent tous se faire enculer. Tous.